Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique. Dans l'actualité ce soir, l'inquiétude pour les proches des disparus au Gabon. Des dizaines de personnes se sont réunies lundi au palais de justice de Libreville. Le reportage à suivre de nos envoyés spéciaux. Une rentrée scolaire timide en République démocratique du Congo. L'opposition appelait à une journée sans école. Elle dénonce les mauvaises conditions d'études et l'accès limité à l'enseignement. Enfin, notre chronique sport du lundi, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations avec vous ce soir, Lise Laritière. Oui, Linda, après la fin des éliminatoires, on fera le point sur les 16 qualifiés avec notre invité Mahamé Traoré, directeur de malifootball.com. Bonsoir. Bonsoir. Mais tout d'abord, c'est un coup de tonnerre politique au Gabon. On l'a appris il y a quelques minutes à peine. Le ministre de la Justice démissionne. Séraphin Moundouga quitte le PDG, le parti au pouvoir. Vous êtes à Libreville pour TV5 Monde. Ilham Taoufiki, bonsoir. Ilham, le garde des Sceaux, a annoncé son départ sur une télévision d'opposition. Oui, c'est ça. Et c'est assez surprenant car ce ministre était aussi vice-premier ministre. Et c'était un homme du premier cercle. En tout cas, Séraphin Moundouga a appelé au recomptage bureau de vote par bureau de vote, procès verbal par procès verbal, ce sont ses mots. Et face à l'obstination du gouvernement de refuser ce recomptage, a-t-il ajouté, eh bien, il estime ne plus pouvoir rester au gouvernement. Alors, autre sortie qui était très attendue ce lundi, Ilham, c'est celle de 3 poids lourds du gouvernement qui sont bien à leur poste. Oui, le ministre de la Communication, le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense ont tenu cet après-midi une conférence de presse. Ils ont salué le retour au calme à Libreville et la reprise des activités que l'on a pu nous-mêmes constater ce lundi. Puis, il a confirmé le chiffre donné jeudi au lendemain de l'annonce des résultats. 3 morts en tout depuis le début des violences post-électorales, ce qui semble aller à l'encontre des témoignages que nous avons pu recueillir. À la question de comment justifier l'usage excessif de la force lors de l'assaut du QG de Jamping dans la nuit de mercredi à jeudi. Je vous rappelle que les forces de sécurité ont tiré à balles réelles dans une enceinte pleine de plusieurs centaines de personnes. Eh bien, le ministre a répondu que des voyous et des vandales s'y étaient retranchés et que ces hommes n'ont fait que répliquer des tirs qu'ils auraient eux-mêmes essuyés. Ilham Taoufiki, envoyé spécial de TV5 Monde à Libreville. Merci Ilham. Sur le terrain, la vie a timidement repris ce lundi. À Libreville, le centre avait retrouvé son animation quasi habituelle malgré l'appel à la grève lancé par Jamping sur Facebook. Un appel peu entendu, les réseaux sociaux sont toujours coupés. L'ambiance était tendue par ailleurs devant le tribunal de Libreville. Reportage d'Ilham Taoufiki, Clément Aline. Devant le tribunal de Libreville, un attroupement d'une centaine de personnes. La rumeur a couru ce matin. Des détenus interpellés depuis mercredi dernier seraient sur le point d'être déférés. Et on est là pour voir si nos enfants sont dans le lot. Parce que depuis là, 1 semaine, je ne vois pas mon fils. Je suis là depuis mercredi, je ne dors pas, je ne mange pas parce que j'ai besoin de voir mon homme. Un petit ami, un frère, un fils, une mère, dont ils sont sans nouvelles et qu'ils ont cherché partout, pendant des jours. Certains ont été arrêtés au QG de Jamping après l'assaut des forces de sécurité, pendant les manifestations de contestation des résultats, ou d'autres tout simplement dans la rue. Qu'importe, pour tous ici, c'est de l'arbitraire pur. On n'a pas besoin de parler des votes en ce moment. On veut voir en vie nos enfants. C'est pour cela que nous sommes là. On veut nos enfants. Que ça soit pire ou bien Ali, nous s'en fout. On veut nos enfants. Un camion arrive, visiblement chargé de prisonniers. Les policiers font en sorte que l'on ne puisse rien voir. Mais chacun ici cherche un visage connu. Des femmes âgées, des hommes très jeunes. Et puis les nerfs lâches, la colère aussi. Des policiers nonchalants, comme indifférents à la douleur et aux invectives. Ils reverront leurs proches repartir vers un lieu d'incarcération inconnu. Nous avons tenté de joindre le procureur pour en savoir davantage, sans succès. Et ce soir, la France fait savoir qu'elle est sans nouvelles d'une dizaine de ses compatriotes depuis les troubles. Paris qui exprime sa vive préoccupation. La République démocratique du Congo maintenant et une rentrée des classes perturbée. L'opposition avait appelé à une journée sans école. Aujourd'hui, elle déplore les piètres conditions du système et son appel a été entendu. Le reportage de Mévalo et Francine Mokoko à Kinshasa.
La salle de classe est désespérément vide. Aujourd'hui, les élèves de l'école primaire Mouchi, située dans un quartier populaire de Kinshasa, ne viendront tout simplement pas. C'est la rentrée des classes, mais leurs parents ont décidé de respecter l'appel lancé par l'opposition et notamment l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Ce matin, il y a eu 5 élèves seulement. 5 élèves seulement, et ça nous a fait étonner. Ça, c'est dans le temps, il venait une centaine sur 5, quelque chose de ce genre-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, les enfants ne sont pas passés. Selon l'UDPS, cette journée école morte doit permettre de dénoncer les failles du système éducatif en RDC, où la scolarisation coûte cher aux parents. C'est notamment eux qui doivent payer les primes des enseignants. S'il y a des problèmes au niveau du système éducatif, je crois que le gouvernement est là. Nous pouvons, entre nous retrouver pour voir comment nous pouvons améliorer ce système éducatif. Mais on ne peut pas, à un seul instant, prendre l'enfant comme un otage. Si de nombreuses écoles de la capitale, publiques comme privées, n'ont pas accueilli le nombre d'élèves prévus, ailleurs, les cours ont repris normalement. En RDC, un enfant sur 3 ne termine pas l'école primaire. Une rentrée des classes sous haute sécurité au Cameroun, un pays en lutte contre Boko Haram. Ce sont plus de 8 millions de jeunes qui ont repris le chemin de l'école dans ce pays. Image ici de Douala, où les contrôles sont rigoureux, les cartables sont fouillés systématiquement et passés au détecteur de métaux. Un agent de police est posté devant chaque établissement. La rentrée des classes, on y reviendra dans notre chronique, on en parle mercredi. Comment ça se passe chez vous? Vos enfants ont-ils accès à l'école? Et si oui, dans quelles conditions? Nous attendons vos réactions et vos questions sur notre page Facebook. En Afrique du Sud, maintenant, l'ANC au pouvoir se déchire depuis sa défaite cuisante aux élections municipales du mois dernier. Une quarantaine de militants hostiles à Jacob Zuma ont bruyamment manifesté ce matin devant le siège du parti. Ils demandent le départ du président de la direction de l'ANC. Mévalo. Ils sont seulement quelques dizaines, mais déterminés à se faire entendre. En chantant, en piétinant un t-shirt à l'effigie du président ou en brandissant une pancarte au message on ne peut plus clair, Zuma doit partir. Les militants de l'ANC anti-Zuma avaient au départ l'intention d'occuper le siège du parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, mais c'était sans compter sur l'important dispositif policier déployé dès dimanche et sur d'anciens membres de la branche armée de l'ANC en treillis. C'est choquant, c'est très choquant. Nous avons été surpris hier quand nous avons vu des voitures de police partout autour du siège de l'ANC. Nous avons dit clairement, depuis le début, que nous allions faire cela pacifiquement. Lors des élections municipales du mois dernier, l'ANC a perdu pour la première fois le contrôle des 4 principales villes du pays, dont la capitale Pretoria. Une défaite cinglante que ces militants ne digèrent pas. Pour eux, le responsable, ce n'est autre que le président Zuma, mis en cause dans plusieurs affaires de corruption. Des vies ont été perdues pour l'ANC et nous ne pouvons pas permettre de le voir s'effondrer de cette façon. Face aux anti-Zuma, les défenseurs du président sont là comme ils l'avaient promis. La tension monte inévitablement entre les deux camps. La police doit s'interposer. Et c'est finalement un mémorandum demandant notamment la démission de Jacob Zuma que le secrétaire général du parti au pouvoir vient récupérer sous bonne escorte. Ne faites pas de publicité. N'essayez pas de les battre. Il ne faut rien essayer, car si vous le faites, vous leur faites de la publicité gratuite. Pas sûr que de tels propos apaisent les divisions qui agitent le parti au pouvoir, incapable depuis la fin de l'apartheid d'éradiquer la pauvreté au sein de la majorité noire. En Zambie, la Cour constitutionnelle a définitivement validé la réélection d'Edgar Lungu. Le président sortant avait été élu de justesse le mois dernier face à l'opposant Hakainde Hichilema qui avait déposé un recours pour fraude. L'investiture de Edgar Lungu aura lieu la semaine prochaine. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta fête ses 3 ans au pouvoir. Le président malien s'est adressé hier à ses compatriotes. Malgré l'insécurité dans le pays, il se montre optimiste. Il met en avant notamment ses réalisations en matière d'agriculture. Illustration avec Anthony Fouchard à Koumantou dans le sud du Mali. Pour labourer ce champ de près de 100 hectares, il aurait fallu 1 mois avec de simples bœufs de labour. Mais avec le tracteur, quelques jours suffisent et c'est ce qui fait la force de cette exploitation.
Je travaille ici depuis que je suis tout petit. Il y a plus de 1000 hectares de riz, de maïs, mais aussi des bananes, des pastèques. On a l'autosuffisance alimentaire. On a tout dans les champs. Et puis le reste, on l'exporte vers d'autres pays. Dans cette exploitation agricole, on utilise les machines depuis des années. Le propriétaire est aussi le représentant des chambres d'agriculture du Mali. Pour lui, la mécanisation est un processus essentiel. Si la mécanisation est assurée, les superficies cultivables vont augmenter, les rendements vont augmenter parce qu'il y a une date de semer et il y a une limite de semer. Le tracteur, c'est un type de travailleur. Il peut labourer, il peut pulvériser, il peut semer. Donc pour moi, la mécanisation, c'est incontournable dans l'agriculture. Le gouvernement du Mali a fait de la relance de l'agriculture une de ses priorités. Cette année, le prix d'achat du coton a été revu à la hausse, 250 francs le kilo, de quoi encourager les producteurs. Dans la région de Koumantou, tout le monde a du travail. 80% qui vivent de l'agriculture, les 8% c'est l'élevage et le reste c'est le commerçant. Il y a même d'autres activités. Donc il y a très peu de chômage. Ah, vraiment, il n'y a pas de chômage. Que ce soit dans les champs, dans les immenses exploitations de coton, de riz ou de maïs, ou bien sur le marché de la ville, les habitants de cette région du sud du Mali travaillent sans relâche. Dans le pays, l'agriculture fait vivre plus de 3 millions de personnes. On passe au sport et à la CAN 2017, ce sera en janvier. Au Gabon, en principe, et ce week-end, Lise Loritia, avait lieu la dernière journée des éliminatoires. On connaît maintenant les 16 pays qualifiés. Voilà, depuis le mois de juin dernier, on connaissait les 10 premiers et les 6 autres se sont donc qualifiés ce week-end. On retrouve 4 pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Et l'Égypte, un pays d'Afrique australe, le Zimbabwe, un de la région des Grands Lacs, l'Ouganda, 3 pays d'Afrique centrale, le Cameroun, la RDC et le Gabon, et 6 pays d'Afrique de l'Ouest, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Tenante du titre, les Ivoiriens qui ont eu du mal à se qualifier. En revanche, pour l'Égypte, le Maroc, le Sénégal et l'Algérie, c'est presque Mahomet, un parcours sans faute. Oui, tout à fait. C'est quand on regarde les éliminatoires, le nombre de victoires. Vous prenez le Maroc, par exemple, pas de sans faute. C'est dû à peu près aussi au fait que cette fois-ci, la CAF a voulu ouvrir des éliminatoires qui permettent à plusieurs pays de participer à la phase de poule. Et ça fait qu'il y a des déséquilibres en fonction des groupes. C'est ce qui peut expliquer des pays comme l'Algérie qui marque 25 buts en 6 matchs, ou le Maroc aussi, c'est le même cas. Sinon, la Côte d'Ivoire, des difficultés, oui, parce que ce pays est resté instable depuis leur victoire en 2015, avec le retrait de certains cadres et puis l'entraîneur qui a changé. Donc tout ceci explique les difficultés de la Côte d'Ivoire. Alors on vient de parler des grandes équipes. Il y a 2 petites équipes qui sont moins connues, le Zimbabwe, vous le disiez, Lisler, et puis l'Ouganda. Comment on peut expliquer leur retour à la CAN? Alors leur retour s'explique tout simplement parce qu'ils sont tombés dans des groupes assez équilibrés où ils n'ont pas de grandes nations qui pouvaient les titiller comme par exemple l'Algérie ou le Maroc, on l'a cité tout à l'heure. Vous prenez le cas de l'Ouganda par exemple, ils se sont qualifiés comme 2e meilleur de leur groupe d'ailleurs et de tous les éliminatoires. Donc c'est cet aspect-là qui fait que ces pays on les retrouve, et grâce aussi à cette ouverture de la CAF, on voit bien que des pays qui n'ont pas l'habitude de venir à la CAN arrivent à se qualifier. C'est une bonne chose pour la diversité du football africain. Alors parmi les derniers qualifiés, il y a la Tunisie, le Togo de Claude Leroy, la RDC de Florent Ibenge, le Burkina Faso qui s'était qualifié dans les dernières minutes face au Botswana. Alors est-ce que on sait que dans quelques mois vont commencer les éliminatoires pour la Coupe du Monde? Est-ce que ça va servir de préparatif un peu pour la CAN prochaine? Tout à fait, ça va être un test parce que pratiquement les équipes qui vont être sélectionnées pour ces matchs des éliminatoires vont servir de test pour l'avant-préparation des différentes CAN, pour permettre de tester certains joueurs et aussi valider un certain nombre de dispositifs tactiques et puis toute la batterie de présentation qui se met autour des équipes. Donc c'est une bonne chose pour ces différentes équipes, les équipes qui sont dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, bien sûr. Alors il y a des équipes dont la participation semble évidente, le Cameroun, le Mali, le Ghana. Est-ce qu'elles pourront faire mieux qu'en 2015 ?
Oui, pour le Mali par exemple, oui, ils sont éliminés au premier tour en 2015. Ils ont la possibilité aujourd'hui, avec un certain nombre de joueurs qui arrivent à maturité cette année, c'était pas le cas lors de la dernière CAN. Oui, ils peuvent faire bonne figure. Le Ghana a été finaliste l'année dernière. Je pense qu'ils peuvent continuer sur les acquis parce que c'est un pays qui reste en constante et ils ont perdu la CAN in extremis l'année dernière. Alors le petit poussé de la prochaine CAN, c'est aussi la grande surprise, hein, c'est la Guinée-Bissau. Ce sera sa première participation avec des joueurs professionnels. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Ce qu'on peut attendre, la fougue qui leur a accompagnés pendant tous ces éliminatoires, parce qu'il faut noter que c'est un pays dans lequel le championnat est arrêté depuis fort longtemps, et ce sont des joueurs qui évoluent pour la plupart au Portugal et un peu en France. Donc ce sont ces joueurs qui sont regroupés, qui sont donnés comme foi de se qualifier. Ils sont parvenus avec un travail très difficile, mais ils ont pu décrocher leur qualification. Je pense qu'ils vont rester sur cette euphorie-là, et on espère que le pays va enfin mobiliser de l'argent pour pouvoir aider à la préparation de cette équipe-là pour faire bonne figure à la prochaine CAN. Alors un dernier mot sur le grand absent, c'est le Nigeria, champion d'Afrique en 2013, démission le 28 août de Samson Siasia, l'entraîneur. Est-ce qu'on doit regretter le Nigeria ? On le regrette parce que ce pays était un grand paradoxe. Ils étaient aux Jeux Olympiques, ils ont eu la médaille de bronze. Leurs jeunes ont rapporté la Coupe du Monde des moins de 17 ans l'année dernière. On est en droit d'attendre du Nigeria chaque année de présenter une équipe à la CAN et pourquoi pas la remporter. Mais quand on voit pendant ces éliminatoires-là, il y a eu 3 entraîneurs différents. Le regretté Stephen Keshi, après Sende Olise, après Siasia qui démissionne. On se dit, au niveau de la fédération de ce pays-là, il y a un gros problème. Je pense que les dirigeants devront travailler à ce qu'il n'y ait pas d'arriérés de salaire, par exemple. C'est ce qui motive les différentes démissions. Donc, je pense que le Nigeria les dirigeants ne sont pas à la hauteur de l'espérance que leurs footballeurs apportent à ce pays-là. Et le tirage au sort, Wiesler, ce sera au mois d'octobre? En principe, ce sera le 19 octobre prochain à Libreville. Merci Wiesler Etia, merci Mahomet Traoré, directeur de malifootball.com. Merci à vous. Voilà pour l'essentiel. Vous pouvez retrouver cette chronique sport ou l'ensemble de cette édition sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique. Dans l'actualité ce soir, l'inquiétude pour les proches des disparus au Gabon. Des dizaines de personnes se sont réunies lundi au palais de justice de Libreville. Le reportage à suivre de nos envoyés spéciaux. Une rentrée scolaire timide en République démocratique du Congo. L'opposition appelait à une journée sans école. Elle dénonce les mauvaises conditions d'études et l'accès limité à l'enseignement. Enfin, notre chronique sport du lundi, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations avec vous ce soir, Lise Laritia. Oui, Linda, après la fin des éliminatoires, on fera le point sur les 16 qualifiés avec notre invité Mahomet Traoré, directeur de malifootball.com. Bonsoir. Bonsoir. Mais tout d'abord, c'est un coup de tonnerre politique au Gabon. On l'a appris il y a quelques minutes à peine. Le ministre de la Justice démissionne. Séraphin Mundouga quitte le PDG, le parti au pouvoir. Vous êtes à Libreville pour TV5 Monde. Ilham Taoufiki, bonsoir. Ilham, le garde des Sceaux a annoncé son départ sur une télévision d'opposition. Oui, c'est ça. Et c'est assez surprenant car ce ministre était aussi vice-premier ministre et c'était un homme du premier cercle. En tout cas, Séraphin Mundouga a appelé au recomptage bureau de vote par bureau de vote, procès verbal par procès verbal, ce sont ses mots. Et face à l'obstination du gouvernement de refuser ce recomptage, a-t-il ajouté, eh bien, il estime ne plus pouvoir rester au gouvernement. Alors, autre sortie qui était très attendue ce lundi, Ilham, c'est celle de 3 poids lourds du gouvernement qui sont bien à leur poste. Oui, le ministre de la Communication, le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense ont tenu cet après-midi une conférence de presse. Ils ont salué le retour au calme à Libreville et la reprise des activités que l'on a pu nous-mêmes constater ce lundi. Puis, il a confirmé le chiffre donné jeudi au lendemain de l'annonce des résultats. 3 morts en tout depuis le début des violences post-électorales, ce qui semble aller à l'encontre des témoignages que nous avons pu recueillir.
À la question de comment justifier l'usage excessif de la force lors de l'assaut du QG de Jamping dans la nuit de mercredi à jeudi, je vous rappelle que les forces de sécurité ont tiré à balles réelles dans une enceinte pleine de plusieurs centaines de personnes. Eh bien, le ministre a répondu que des voyous et des vandales s'y étaient retranchés et que ces hommes n'ont fait que répliquer des tirs qu'ils auraient eux-mêmes essuyés. Ilham Taoufiki, envoyé spécial de TV5 Monde à Libreville. Merci Ilham. Sur le terrain, la vie a timidement repris ce lundi. À Libreville, le centre avait retrouvé son animation quasi habituelle malgré l'appel à la grève lancé par Jamping sur Facebook. Un appel peu entendu, les réseaux sociaux sont toujours coupés. L'ambiance était tendue par ailleurs devant le tribunal de Libreville. Reportage d'Ilham Taoufiki, Clément Aline. Et l'Égypte, un pays d'Afrique australe, le Zimbabwe, un de la région des Grands Lacs, l'Ouganda, 3 pays d'Afrique centrale, le Cameroun, la RDC et le Gabon, et 6 pays d'Afrique de l'Ouest, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Tenante du titre, les Ivoiriens qui ont eu du mal à se qualifier. En revanche, pour l'Égypte, le Maroc, le Sénégal et l'Algérie, c'est presque Mahomet, un parcours sans faute. Oui, tout à fait. C'est quand on regarde les éliminatoires, le nombre de victoires. Vous prenez le Maroc par exemple, pas de sans faute. C'est dû à peu près aussi au fait que cette fois-ci la CAF a voulu ouvrir des éliminatoires qui permettent à plusieurs pays de participer à la phase de poule. Et ça fait qu'il y a des déséquilibres en fonction des groupes. C'est ce qui peut expliquer des pays comme l'Algérie qui marque 25 buts en 6 matchs, ou le Maroc aussi, c'est le même cas. Sinon, la Côte d'Ivoire, des difficultés, oui, parce que ce pays est resté instable depuis leur victoire en 2015, avec le retrait de certains cadres et puis l'entraîneur qui a changé. Donc tout ceci explique les difficultés de la Côte d'Ivoire. Alors on vient de parler des grandes équipes. Il y a 2 petites équipes qui sont moins connues, le Zimbabwe, vous le disiez, l'Isler, et puis l'Ouganda. Comment on peut expliquer leur retour à la CAN? Alors leur retour s'explique tout simplement parce qu'ils sont tombés dans des groupes assez équilibrés où ils n'ont pas de grandes nations qui pouvaient les titiller comme par exemple l'Algérie ou le Maroc, on l'a cité tout à l'heure. Vous prenez le cas de l'Ouganda par exemple, ils sont qualifiés comme 2e meilleur de leur groupe d'ailleurs et de tous les éliminatoires. Donc c'est cet aspect-là qui fait que ces pays on les retrouve, et grâce aussi à cette ouverture de la CAF, on voit bien que des pays qui n'ont pas l'habitude de venir à la CAN arrivent à se qualifier. C'est une bonne chose pour la diversité du football africain. Alors parmi les derniers qualifiés, il y a la Tunisie, le Togo de Claude Leroy, la RDC de Florent Ibenge, le Burkina Faso qui s'était qualifié dans les dernières minutes face au Botswana. Alors est-ce que on sait que dans quelques mois vont commencer les éliminatoires pour la Coupe du Monde? Est-ce que ça va servir de préparatif un peu pour la CAN prochaine? Tout à fait, ça va être un test parce que pratiquement les équipes qui vont être sélectionnées pour ces matchs des éliminatoires vont servir de test pour l'avant-préparation des différentes CAN, pour permettre de tester certains joueurs et aussi valider un certain nombre de dispositifs tactiques et puis toute la batterie de présentation qui se met autour des équipes. Donc c'est une bonne chose pour ces différentes équipes, les équipes qui sont dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, bien sûr. Alors il y a des équipes dont la participation semble évidente, le Cameroun, le Mali, le Ghana. Est-ce qu'elles pourront faire mieux qu'en 2015 ? Oui, pour le Mali par exemple, oui, ils sont éliminés au premier tour en 2015, ils ont la système éducatif. Mais on ne peut pas, à un seul instant, prendre l'enfant comme un otage. Si de nombreuses écoles de la capitale, publiques comme privées, n'ont pas accueilli le nombre d'élèves prévus, ailleurs, les cours ont repris normalement. En RDC, 1 enfant sur 3 ne termine pas l'école primaire. Une rentrée des classes sous haute sécurité au Cameroun, un pays en lutte contre Boko Haram. Ce sont plus de 8 millions de jeunes qui ont repris le chemin de l'école dans ce pays. Image ici de Douala, où les contrôles sont rigoureux, les cartables sont fouillés systématiquement et passés au détecteur de métaux. Un agent de police est posté devant chaque établissement. La rentrée des classes, on y reviendra dans notre chronique, on en parle mercredi. Comment ça se passe chez vous? Vos enfants ont-ils accès à l'école? Et si oui, dans quelles conditions? Nous attendons vos réactions et vos questions sur notre page Facebook.
En Afrique du Sud maintenant, l'ANC au pouvoir se déchire depuis sa défaite cuisante aux élections municipales du mois dernier. Une quarantaine de militants hostiles à Jacob Zuma ont bruyamment manifesté ce matin devant le siège du parti. Ils demandent le départ du président de la direction de l'ANC. Mevalo. Ils sont seulement quelques dizaines mais déterminés à se faire entendre, en chantant, en piétinant un t-shirt à l'effigie du président ou en brandissant une pancarte au message on ne peut plus clair, Zuma doit partir. Les militants de l'ANC anti-Zuma avaient au départ l'intention d'occuper le siège du parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, mais c'était sans compter sur l'important dispositif policier déployé dès dimanche et sur d'anciens membres de la branche armée de l'ANC en treillis. C'est choquant, c'est très choquant. Nous avons été surpris hier quand nous avons vu des voitures de police partout autour du siège de l'ANC. Nous avons dit clairement, depuis le début, que nous allions faire cela pacifiquement. Lors des élections municipales du mois dernier, l'ANC a perdu pour la première fois le contrôle des 4 principales villes du pays, dont la capitale Pretoria. Une défaite cinglante que ces militants ne digèrent pas. Pour eux, le responsable, ce n'est autre que le président Zuma, mis en cause dans plusieurs affaires de corruption. Des vies ont été perdues pour l'ANC et nous ne pouvons pas permettre de le voir s'effondrer de cette façon. Face aux anti-Zuma, les défenseurs du président sont là comme ils l'avaient promis. La tension monte inévitablement entre les deux camps. La police doit s'interposer. Et c'est finalement un mémorandum demandant notamment la démission de Jacob Zuma que le secrétaire général du parti au pouvoir vient récupérer sous bonne escorte. Ne faites pas de publicité. N'essayez pas de les battre. Il ne faut rien essayer, car si vous le faites, vous leur faites de la publicité gratuite. Pas sûr que de tels propos apaisent les divisions qui agitent le parti au pouvoir. Devant le tribunal de Libreville, un attroupement d'une centaine de personnes. La rumeur a couru ce matin. Des détenus interpellés depuis mercredi dernier seraient sur le point d'être déférés. Et on est là pour voir si nos enfants sont dans le lot. Parce que depuis là, une semaine, je ne vois pas mon fils. Je suis là depuis mercredi, je ne dors pas, je ne mange pas parce que j'ai besoin de voir mon homme. Un petit ami, un frère, un fils, une mère, dont ils sont sans nouvelles et qu'ils ont cherché partout, pendant des jours. Certains ont été arrêtés au QG de Jamping après l'assaut des forces de sécurité, pendant les manifestations de contestation des résultats, ou d'autres tout simplement dans la rue. Qu'importe, pour tous ici, c'est de l'arbitraire pur. On n'a pas besoin de parler des votes en ce moment. On veut voir en vie nos enfants. C'est pour cela que nous sommes là. On veut nos enfants. On s'en fout. On veut nos enfants. Un camion arrive, visiblement chargé de prisonniers. Les policiers font en sorte que l'on ne puisse rien voir. Mais chacun ici cherche un visage connu. Des femmes âgées, des hommes très jeunes. Et puis les nerfs lâches, la colère aussi. Des policiers nonchalants, comme indifférents à la douleur et aux invectives. Ils reverront leurs proches repartir vers un lieu d'incarcération inconnu. Nous avons tenté de joindre le procureur pour en savoir davantage, sans succès. Et ce soir, la France fait savoir qu'elle est sans nouvelles d'une dizaine de ses compatriotes depuis les troubles. Paris qui exprime sa vive préoccupation. La République démocratique du Congo maintenant et une rentrée des classes perturbée. L'opposition avait appelé à une journée sans école. Aujourd'hui, elle déplore les piètres conditions du système et son appel a été entendu. Le reportage de Mevalo et Francine Mokoko à Kinshasa. La salle de classe est désespérément vide. Aujourd'hui, les élèves de l'école primaire Mouchi, située dans un quartier populaire de Kinshasa, ne viendront tout simplement pas. C'est la rentrée des classes, mais leurs parents ont décidé de respecter l'appel lancé par l'opposition et notamment l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Ce matin, il y a eu 5 élèves seulement. 5 élèves seulement, et ça nous a fait étonner. Ça, dans le temps, il venait une centaine sur 5, quelque chose de ce genre-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, les enfants ne sont pas passés. Selon l'UDPS, cette journée école morte doit permettre de dénoncer les failles du système éducatif en RDC, où la scolarisation coûte cher aux parents. C'est notamment eux qui doivent payer les primes des enseignants.
S'il y a des problèmes au niveau du système éducatif, je crois que le gouvernement est là. Nous pouvons entre nous retrouver pour voir comment nous pouvons améliorer ce système. Incapable depuis la fin de l'apartheid d'éradiquer la pauvreté au sein de la majorité noire. En Zambie, la Cour constitutionnelle a définitivement validé la réélection d'Edgar Lungu. Le président sortant avait été élu de justesse le mois dernier face à l'opposant Hakainde Hichilema qui avait déposé un recours pour fraude. L'investiture de Edgar Lungu aura lieu la semaine prochaine. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta fête ses 3 ans au pouvoir. Le président malien s'est adressé hier à ses compatriotes. Malgré l'insécurité dans le pays, il se montre optimiste. Il met en avant notamment ses réalisations en matière d'agriculture. Illustration avec Anthony Fouchard à Koumantou dans le sud du Mali. Pour labourer ce champ de près de 100 hectares, il aurait fallu 1 mois avec de simples bœufs de labour. Mais avec le tracteur, quelques jours suffisent et c'est ce qui fait la force de cette exploitation. Je travaille ici depuis que je suis tout petit. Il y a plus de 1000 hectares de riz, de maïs, mais aussi des bananes, des pastèques. On a l'autosuffisance alimentaire. On a tout dans les champs. Et puis le reste, on l'exporte vers d'autres pays. Dans cette exploitation agricole, on utilise les machines depuis des années. Le propriétaire est aussi le représentant des chambres d'agriculture du Mali. Pour lui, la mécanisation est un processus essentiel. Si la mécanisation est assurée, les superficies cultivables vont augmenter, les rendements vont augmenter parce qu'il y a une date de semer et il y a une limite de semer. Le tracteur, c'est un multiple travailleur. Il peut labourer, il peut pulvériser, il peut semer. Donc pour moi, la mécanisation, c'est incontournable dans l'agriculture. Le gouvernement du Mali a fait de la relance de l'agriculture une de ses priorités. Cette année, le prix d'achat du coton a été revu à la hausse, 250 francs le kilo, de quoi encourager les producteurs. Dans la région de Koumantou, tout le monde a du travail. 80% qui vivent de l'agriculture, les 8% c'est l'élevage et le reste c'est les commerçants. Il y a même d'autres activités. Donc il y a très peu de chômage. Ah, vraiment, il n'y a pas de chômage. Que ce soit dans les champs, dans les immenses exploitations de coton, de riz ou de maïs, ou bien sur le marché de la ville, les habitants de cette région du sud du Mali travaillent sans relâche. Dans le pays, l'agriculture fait vivre plus de 3 millions de personnes. On passe au sport et à la CAN 2017, ce sera en janvier. Au Gabon, en principe, et ce week-end, Lise Lauritia, avait lieu la dernière journée des éliminatoires. On connaît maintenant les 16 pays qualifiés. Voilà, depuis le mois de juin dernier, on connaissait les 10 premiers et les 6 autres sont donc qualifiés ce week-end. On retrouve 4 pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte.